Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Un soir d'hiver, rue étroite, phare jaune qui tremble dans la bruine, klaxons comme des moustiques enragés. Un homme en costume, pressé, cherche une place depuis 20 minutes. Il finit par en voir une, ridiculement petite, entre un utilitaire cabossé et une berline chic. Il tente le créneau, ça frotte, ça grince. Et là, bam, un choc sec. Il grimace déjà en imaginant le métal tordu, la peinture arrachée, la facture. Il sort, prêt à vomir de rage. Et il voit quoi? Rien. Pas une cicatrice. Pas même une trace digne de ce nom. Juste un pare-choc qui a encaissé comme une mâchoire en caoutchouc. L'homme éclate d'un rire nerveux. Soulagement total. Puis il baisse les yeux. Une bouillie grisâtre de neige sale, de mégots, de crottes de chiens écrasées et d'essence irisée colle à la semelle de ses chaussures. Il jure, dégoûté. Et pourtant, il remonte dans sa voiture en se disant « Celle-là, je la veux. Et je veux savoir comment ils ont osé faire ça. Cette voiture, c'est la Renault 5. Et si tu penses que c'est juste une petite citadine mignonne des années 70, accroche-toi. La Renault 5 naît d'un mélange explosif. Peur, orgueil industriel, pièges urbains, et cette idée presque insolente que la ville allait devenir un ring où l'on se cogne, tous les jours. Elle n'apparaît pas comme un caprice de designer, mais comme une réponse viscérale à une France qui change de peau. Imagine la France au tournant des années 60 vers 70. Tout accélère. Les familles s'éloignent des centres-villes, les banlieues gonflent, les routes se remplissent comme des artères trop étroites. La voiture n'est plus un luxe réservé à quelques-uns. Elle devient une nécessité, presque une extension du corps. On veut aller travailler, déposer les enfants, faire les courses, filer le week-end, mais les rues des villes, elles, n'ont pas grandi. Elles sont restées médiévales dans l'âme, serrées, anguleuses, impitoyables. Les trottoirs mordent les pneus, les poteaux surgissent dans les angles morts, les pare-chocs s'embrassent à chaque stationnement comme si c'était normal. Et voilà le paradoxe. Tout le monde veut une voiture, mais personne ne veut la douleur qui va avec. La douleur des bosses, la douleur des réparations, la douleur des carrosseries belles, mais fragiles, trop sérieuses, trop précieuses pour la réalité quotidienne. On vit une époque où la carrosserie chromée brille comme une montre et se ruine au premier baiser contre un plot en béton. Renault, à ce moment-là, a déjà un pied dans l'univers de la voiture populaire. La Renault 4 a conquis les campagnes et les esprits pratiques. Simple, robuste, presque utilitaire. Mais la France change. Elle veut du pratique, oui, mais aussi du moderne. Elle veut une voiture qui ne ressemble pas à une caisse de transport. Une voiture qui donne l'impression d'être dans son époque. Une voiture qui ne fait pas hier. Une voiture qui peut être la première voiture d'un jeune couple. L'outil d'une mère de famille. Le compagnon d'un étudiant. Le petit bolide d'un employé qui traverse la ville, comme on traverse un champ de mine. Et surtout, une voiture qui ne te punit pas pour vivre en ville. Parce que la ville, c'est une agression permanente. Tu avances au pas, tu freines, tu redémarres, tu te fais couper la route, tu te gares au millimètre. Chaque manœuvre est une micro-guerre. La carrosserie doit devenir une armure, pas une porcelaine. Dans les bureaux, chez les ingénieurs, chez les responsables produits, on sent cette tension. Si Renault ne propose pas la bonne réponse, quelqu'un d'autre le fera. Les constructeurs se battent pour le cœur des Français. Les petites voitures existent déjà, bien sûr, mais il manque une créature vraiment pensée pour la ville moderne. Pas une voiture raccourcie, pas un compromis triste, mais un objet intelligent, compact et étonnamment spacieux. Un objet qui a l'air d'avoir été dessiné par quelqu'un qui a réellement essayé de se garer un samedi après-midi près d'un marché. La demande est là, et elle est presque brutale. Compacte dehors, habitable dedans, économique sans être misérable, facile à conduire,
rassurante et suffisamment sympathique pour qu'on lui pardonne sa mission de voiture du quotidien. Car le quotidien, c'est un film qu'on te force à regarder en boucle. Et si ta voiture est désagréable, c'est ta vie entière qui devient plus lourde. On ne veut pas seulement une machine, on veut un allié. Renault capte aussi autre chose. La société bouge, et l'usage de l'auto bouge avec. De plus en plus de trajets courts, de plus en plus de stationnements, de plus en plus d'arrêts, la voiture devient un objet de proximité. On la touche, on la heurte, on la raye, on la nettoie, on la charge. Elle vit avec toi. Elle prend des coups comme toi. Alors la question devient presque intime. À quoi ressemble la voiture d'une France qui n'a plus le temps? Pas une grosse berline solennelle, pas une mini-voiture austère qui te rappelle la privation. Une voiture qui a l'air simple, mais qui cache un plan. Et ce plan, au départ, est presque un puzzle d'exigences contradictoires. On veut de la place, mais on veut court. On veut de la solidité, mais on veut léger. On veut du prix bas, mais on veut du style. On veut de la modernité, mais on ne veut pas que ça tombe en panne tous les 3 jours. On veut une voiture populaire, mais on ne veut pas qu'elle fasse pauvre. Et puis, il y a un élément que beaucoup sous-estiment, l'émotion. Une petite voiture peut être rationnelle, oui, mais si elle est froide, elle ne devient jamais un symbole. Or, la France est un pays où l'objet quotidien peut devenir un fétiche. Un sac, une mobilette, une radio, une paire de chaussures et une voiture. La future Renault 5 devra être pratique, mais aussi attachante. Presque comme un personnage. Dans les rues, on voit déjà ce que les gens font à leur voiture. Ils les décorent, les personnalisent, les chargent de sacs, de poussettes, de baguettes, de cartons. Une voiture doit pouvoir encaisser la vie. Une voiture doit être un morceau de liberté accessible. Renault comprend qu'il faut une voiture qui se glisse partout et surtout qui pardonne. Qui pardonne le coup de pare-choc en se garant? Qui pardonne le trottoir pris trop large? Qui pardonne l'enfant qui claque la porte comme s'il voulait la casser? Qui pardonne le démarrage en côte ratée? Qui pardonne le conducteur débutant, nerveux, trop brusque? C'est là que naît le besoin fondamental. Une petite voiture qui ne te juge pas. Et le contexte se charge d'électricité. Le début des années 70, c'est une époque où l'on commence à pressentir que l'essence n'est pas un robinet infini, sans même encore vivre tout le choc. On sent que la voiture devra être plus sobre, plus raisonnable. Mais attention, raisonnable ne doit pas être synonyme d'ennuyeux. Sinon, les gens n'adhèrent pas, ils achètent à contre-cœur. Ils critiquent, ils regrettent. Il faut donc une voiture qui donne l'impression d'une bonne affaire, d'un choix intelligent et d'un petit plaisir. En France, ce petit plaisir a un visage. La couleur, la légèreté, le sourire, une silhouette qui ne ressemble pas à une boîte triste, une voiture qui te fait presque dire « elle est marrante » et ce mot-là, « marrante » est dangereux. Parce qu'une voiture marrante peut devenir populaire et une voiture populaire peut devenir mythique. Mais avant de devenir un mythe, elle doit gagner une bataille très concrète, celle du premier achat. Le jeune couple qui hésite, la famille qui calcule, l'étudiant qui économise, le salarié qui veut arrêter de prendre le bus, la personne qui veut une voiture facile sans se faire traiter de novice. Chaque client potentiel est un juge impitoyable. Il ne veut pas participer à l'innovation. Il veut qu'on lui simplifie la vie. Il veut se sentir malin. Il veut avoir l'impression que la voiture a été faite pour lui, pas pour une brochure. Et Renault, pour réussir, doit viser juste sur un détail psychologique. La ville humilie les conducteurs. Elle les ridiculise à coups de créneaux ratés et de pare-chocs froissés. Donc, la future voiture doit offrir une revanche, la sensation d'être à l'aise là où les autres souffrent. Dans ce besoin, il y a presque une promesse de pouvoir. Pas le pouvoir de rouler vite, le pouvoir de vivre sans stress, le pouvoir de ne pas redouter chaque manœuvre, le pouvoir de ne pas se sentir trop gros, trop fragile, pas adapté. C'est ainsi que la Renault 5 prend forme d'abord, dans le manque, dans l'inconfort, dans les rues trop étroites, dans les parkings saturés, dans les budgets serrés, dans la fatigue des trajets, dans les petites humiliations quotidiennes qui, additionnées, finissent par devenir insupportables. Et pendant que la France réclame cette voiture sans encore connaître son nom, une autre tension se met à monter, silencieuse, mais déterminante. Renault ne peut pas se contenter d'améliorer l'existant. Il faut frapper avec quelque chose de simple à comprendre.
et pourtant radicale. Pas une révolution qui se crie, une révolution qui se prouve au premier trottoir, au premier choc, à la première course au supermarché, à la première pluie, au premier matin glacé, une révolution qui se voit sur un détail que tout le monde croit banal, mais qui change tout. La manière dont la voiture encaisse la ville. Et là, dans cette France qui se densifie, qui se motorise, qui s'impatiente, la future Renault 5 n'est plus seulement un projet, c'est une nécessité qui commence à faire pression, comme de la vapeur dans une cocotte minute. Quelque chose doit céder. Et ce qui va céder, dans la suite de l'histoire, ce n'est pas seulement une habitude de design. C'est une façon de penser la petite voiture, une façon de penser le quotidien, une façon de penser la peau d'une automobile. Parce que bientôt, quelqu'un va dessiner une silhouette qui a l'air gentille, mais qui est, en réalité, une arme urbaine. Dans les couloirs de Billancourt, il y a ce genre de silence qui n'est pas du calme. C'est un silence surveillé. Les portes se ferment avec une douceur trop parfaite. Les pas glissent sur le lino, comme si chacun craignait de réveiller quelque chose. Et au milieu de ce théâtre feutré, un homme, Michel Bouet, fait ce que font rarement les gens qui vont changer l'histoire. Il dessine, presque en cachette, comme on griffonne une idée interdite, pas un grand plan officiel, pas une présentation triomphale. Non, un croquis, une silhouette courte, tendue, avec un arrière coupé net comme un coup de rasoir, et un visage. Un visage qui n'a pas l'air agressif, mais qui a l'air malin. Quelque chose d'étrangement sympathique, presque un jouet. Sauf que ce jouet, dans son esprit, doit encaisser les trottoirs, les coups de pare-choc, les ruelles étroites et les journées de pluie, une petite voiture qui sourit, tout en portant une armure. À ce moment-là, l'idée a un goût de provocation. Parce qu'une voiture populaire, on sait faire. Mais une voiture populaire qui ose être moderne sans coûter une fortune, qui ose être compacte sans être étriquée, qui ose être urbaine sans être fragile. Ça, c'est un numéro d'équilibriste. Et les équilibristes finissent souvent par s'écraser. Renault lance le projet comme on lance une opération commando. Vite, efficacement, avec un objectif clair. La future voiture doit être courte, légère, pratique, économique, et pourtant désirable. Et surtout, elle doit répondre à cette obsession presque honteuse des conducteurs. Ne pas sortir de la voiture en se demandant combien ça va coûter. Là où d'autres se demandent d'abord à quoi elle ressemble, Renault se demande comment elle survit. Le défi, c'est que la voiture doit être pensée comme un objet urbain. Pas un objet de route qui tolère la ville. Non, une citadine pure, née pour les chocs, les démarrages, les arrêts, les places de stationnement impossibles, ça change tout. Les proportions, les porte-à-faux, l'accès au coffre, la visibilité, la maniabilité, même la façon dont tu attrapes la poignée. Au début, les réunions ressemblent à des séances de boxe. Les ingénieurs parlent de rigidité, de coût, de tolérance. Les stylistes parlent de lignes, de personnalité, de présence. Les commerciaux parlent d'acheteurs qui veulent du neuf, mais pas du risqué. Et dans un coin, les comptables regardent tout ça comme un médecin regarde une fièvre. Ils veulent faire baisser la température. On veut des solutions simples, mais on veut que ça fasse révolution. Et c'est là que surgit le premier pari, celui qui va rendre la Renault 5 immédiatement reconnaissable, immédiatement discutée, immédiatement imitée. Les pare-chocs en plastique, aujourd'hui ça paraît banal. À l'époque, c'est presque un sacrilège. Un pare-choc, c'est censé être du métal, du chrome, du sérieux, du dur, du respectable. Alors, quand quelqu'un propose d'utiliser des boucliers en matière plastique, intégrés à la carrosserie, comme un muscle autour d'un os, ça grince dans la salle. On entend presque des voix dire « Les gens vont croire que c'est du jouet. Ça va vieillir. Ça va se déformer. Ça va faire cheap. » Sauf que voilà le twist. C'est précisément parce que ça a l'air simple que c'est génial. Le plastique ne rouille pas comme le métal, encaisse les petits chocs, revient parfois en place, et surtout, coûte moins cher à réparer. C'est une idée d'une brutalité pragmatique. La ville va frapper, donc on met une peau qui encaisse. Mais convaincre l'époque, c'est autre chose. On raconte qu'en interne, certains prototypes se faisaient presque humilier. On les cognait volontairement, on les frottait, on cherchait
à les ridiculiser pour prouver que l'idée ne tiendrait pas. Et plus on cherchait à les ridiculiser, plus la logique revenait comme un boomerang. Oui, ça prend des coups. Et oui, ça continue. Le plastique, dans le monde réel, se comporte parfois mieux que le prestige. Renault comprend qu'il y a là une signature visuelle, un élément immédiatement lisible, même de loin, même sous la pluie, même la nuit. La Renault 5 aura cette gueule ronde et ses boucliers comme une coque. Elle ne sera pas une petite boîte, elle sera une petite bête urbaine. Ensuite, deuxième pari, le haillon, un arrière qui s'ouvre grand, un chargement facile, une promesse de liberté. Parce que la petite voiture n'est pas seulement un outil pour rouler, c'est une machine à transporter des vies. Les courses, les sacs, la poussette, le carton, la valise, le week-end, la guitare, le chien, les amis. Et là encore, l'idée est presque politique. Offrir à une voiture accessible une fonctionnalité qu'on associe souvent à des véhicules plus intelligents. Un Aion, c'est une manière de dire. Tu n'as pas besoin d'être riche pour avoir du pratique. Et comme toujours, derrière l'apparente simplicité, il y a une guerre d'architecture, parce qu'une petite voiture, c'est un casse-tête de centimètres. Tu gagnes 2 centimètres ici, tu perds un angle là. Tu veux un coffre, mais tu veux de la place pour les jambes. Tu veux une ligne dynamique, mais tu veux de la garde au toit. Tu veux que ce soit léger, mais tu veux que ça tienne en cas de choc. La Renault 5 devient un jeu de Tetris industriel. Les ingénieurs vont chercher des solutions éprouvées. Une base technique frontale, traction avant, avec des mécaniques déjà connues et fiabilisées dans la gamme Renault. Cela permet de contenir les coûts et de ne pas transformer le projet en aventure ingérable. Mais l'emballage, lui, est nouveau. Plus compact, plus ramassé, plus nerveux. Et là se glisse un détail délicieux, les barres de torsion. C'est invisible pour la plupart des gens, et pourtant ça influence ton quotidien sans que tu le saches. Les barres de torsion permettent de gérer la suspension en économisant de l'espace. Et sur la Renault 5, cela conduit à un choix singulier, presque un petit secret de fabrication. L'empattement n'est pas strictement identique de chaque côté. Oui, une asymétrie discrète, une bizarrerie technique qui montre à quel point, dans cette voiture, on a plié les règles pour gagner des millimètres de vie à bord. C'est le genre de détail qui te fait sourire quand tu le découvres. Une voiture populaire, construite avec des astuces de chirurgien. Pendant ce temps, le style prend forme, et là, l'histoire se teinte du nombre. Michel Bouet, l'homme du croquis initial, tombe malade. Le projet avance, mais lui s'éteint avant de voir la voiture triompher sur les routes. Ce détail change la texture émotionnelle de la Renault 5. Elle n'est pas seulement un produit, elle est aussi le fantôme d'une idée, portée jusqu'au bout par une équipe qui refuse de la laisser mourir avec celui qui l'a imaginée. Tu vois le twist? Les voitures mythiques naissent souvent dans des circonstances qui ne sont pas propres. Elles naissent dans la tension, dans l'orgueil, dans l'urgence, parfois dans la perte. Et cette perte-là, chez Renault, se transforme en détermination. La voiture doit sortir, la voiture doit être bonne, la voiture doit prouver que le croquis n'était pas un rêve. Sous la direction du design Renault de l'époque, l'équipe affine les volumes, durcit ce qu'il faut durcir, arrondit ce qui doit rassurer, et garde surtout ce qui est essentiel. Cette silhouette compacte avec une personnalité immédiate, la Renault 5 doit être reconnaissable en 1 seconde, comme un visage dans une foule. Puis arrive le moment où le projet quitte le domaine des idées pour entrer dans celui qui fait peur à tout le monde. L'usine. Car une voiture peut être brillante sur papier et se révéler cauchemardesque à produire. Le défi industriel est immense. Il faut produire en masse, avec régularité, avec qualité suffisante, sans explosion de coûts. Les boucliers en plastique imposent de nouvelles méthodes, de nouveaux ajustements, de nouvelles tolérances. Les équipes production doivent apprendre à marier des matériaux et des finitions que l'industrie automobile de grande série n'a pas encore complètement domestiquées, et c'est là que les compromis deviennent dangereux. Trop rigide, ça casse. Trop souple, ça bouge, ça vieillit mal. Trop cher, le prix de vente monte et le projet meurt. Trop basique, les clients se lassent. On fait alors ce que fait une industrie quand elle sent qu'elle est en train de jouer gros. On teste, on reteste, on casse, on recommence. Prototype,
pré-série, route d'essai, pavé, chemin, freinage répété, on cherche les bruits parasites, on traque les vibrations, on écoute la voiture comme un médecin écoute un cœur. Et au cœur de ce processus, il y a une obsession presque comique. La Renault 5 doit être facile, facile à ouvrir, facile à charger, facile à comprendre, facile à conduire. Ça paraît évident, mais la facilité coûte cher en ingénierie. Une poignée bien placée, c'est des études, une visibilité correcte, c'est des compromis de design. Une direction agréable, c'est du réglage. Un embrayage tolérant, c'est des choix mécaniques. Une voiture simple est souvent une voiture où tout a été compliqué en amont, pour que toi, au volant, tu ne sentes rien. Et puis, il y a cette dimension psychologique. Renault veut que la R5 ne fasse pas voiture d'apprentissage au sens humiliant. Qu'elle soit accessible, oui, mais qu'elle ait du caractère. Qu'un conducteur débutant se sente fier. Qu'un conducteur expérimenté ne se sente pas puni. Alors on soigne l'habitacle. Pratique, clair, fonctionnel. Pas une limousine, évidemment, mais une cabine où l'on se sent à sa place, où l'on ne se bat pas avec les commandes. La voiture doit donner l'impression de t'aider, pas de t'obéir à contre-cœur. Au fil des mois, les détails s'alignent comme des dominos. Et soudain, dans les salles de réunion, l'ambiance change. On ne parle plus de si. La voiture va marcher, mais de comment elle va frapper. Parce que la Renault 5, à ce stade, a quelque chose d'unique. Elle n'est pas juste petite, elle est conçue comme une réponse totale. Une petite voiture qui ne copie pas les grandes. Elle invente sa propre logique. Et voilà le dernier twist de cette partie. Renault comprend qu'ils n'ont pas fabriqué une citadine. Ils ont fabriqué une idée de la citadine. Une citadine qui accepte la brutalité des villes, une citadine qui peut être économique sans être triste, une citadine qui peut être pratique sans être laide, une citadine qui peut être populaire sans être effacée. Quand la voiture est prête à apparaître, elle porte déjà un parfum de scandale doux. Les boucliers en plastique, le format ramassé, le haillon, le visage sympathique. C'est comme si Renault avait osé dire à toute la France « Vous voulez une voiture pour la vraie vie? Alors voilà. » Et tant pis si ça dérange les puristes. Mais ce qui va se passer ensuite, c'est le moment où le monde extérieur répond, et le monde extérieur, lui, n'a aucune pitié. Parce qu'une voiture peut être brillante en interne et se faire dévorer par le marché. Et la Renault 5, au moment où elle sort enfin au grand jour, va subir ce que subissent les futures légendes. D'abord, on se moque, puis on doute, puis on imite, puis on adore, et enfin, on raconte qu'on l'a toujours aimée. Le jour où la Renault 5 arrive sous les projecteurs, elle ne débarque pas comme une reine, elle débarque comme une intruse. Dans les concessions, on la regarde avec ce mélange de curiosité et de méfiance qu'on réserve aux objets qui ne respectent pas les codes. Certains sourient. Elle est sympa. D'autres plissent les yeux. C'est quoi ces pare-chocs en plastique? Et déjà, dans les cafés, dans les ateliers, dans les familles, la France se divise sans même s'en rendre compte. Il y a ceux qui veulent croire à cette petite chose moderne, et ceux qui ont envie qu'elle se prenne une claque, juste pour prouver qu'ils avaient raison d'être sceptiques. Parce que le marché, c'est un tribunal, et la Renault 5 arrive avec un dossier rempli de paris. Elle est compacte, oui, mais elle ne doit pas être un cercueil à roulettes. Elle a un haillon, oui, mais il faut que ça tienne dans le temps. Elle est pensée pour la ville, oui, mais la France ne vit pas que dans Paris. Il y a les nationales, la pluie, le vent, les routes défoncées, les départs en vacances chargés jusqu'au plafond, et surtout, elle arrive dans une époque où l'humeur collective peut changer en une nuit. Parce qu'à peine la Renault 5 commence-t-elle à se faire une place dans l'esprit des gens, que la réalité met un coup de poing au monde automobile, une crise, une peur, une sensation de fin de fête. Le carburant n'est plus une évidence. L'idée même de rouler pour rien devient un luxe, et soudain, la France regarde sa voiture autrement. Pas comme un plaisir, mais comme un poste de dépense, comme une dépendance. C'est là que la Renault 5 fait son premier tour de magie. Alors que beaucoup de voitures paraissent soudain trop gourmandes, trop lourdes, trop d'avant, elle, la petite, devient une promesse de survie. Une voiture qui n'a pas besoin d'être énorme pour être utile. Une voiture qui ne te fait pas sentir coupable à chaque plein,
Une voiture qui s'insinue dans le quotidien comme une solution. Mais attention, la solution doit être désirée. Et c'est ici que Renault comprend une vérité brutale. Les gens n'achètent pas seulement ce dont ils ont besoin. Ils achètent ce qu'ils ont envie d'aimer. Alors la Renault 5 n'est pas vendue comme une punition économique. Elle est vendue comme un choix intelligent, moderne, presque joyeux. Les couleurs claquent. La silhouette est lisible. Elle a une personnalité. On ne dit pas juste « j'ai acheté une Renault », on dit « j'ai acheté une 5 », comme si c'était un prénom. Et très vite, la rue fait le reste. Tu veux comprendre comment une voiture devient culte? Ce n'est pas dans les brochures, c'est dans les petits gestes crades, dans la réalité pas glamour, dans le moment où un conducteur se gare, entend toc et soupire, puis réalise qu'il n'a pas ruiné son salaire du mois. Dans le moment où une mère charge des sacs qui sentent le fromage, le poisson, les pommes, et ferme le haillon d'un coup sec. Dans le moment où un étudiant, à 3 heures du matin, ramène des amis trop bruyants et rit en entendant les portières claquer comme des tambours, dans le moment où un artisan pose une caisse à outils dans le coffre, sans faire de cérémonie, la Renault 5 devient la voiture qu'on maltraite, et qui ne te le reproche pas. Et ça, c'est un pouvoir immense. Les premières années, on voit sa présence s'épaissir, comme une tache de peinture qui s'étale sur la carte de France. Au début, une ici, une là, puis 2, puis 10. Puis la rue commence à ressembler à une répétition générale. Même silhouette, même museau, même bouclier, mais des vies différentes au volant. Elle devient l'objet social parfait. Pas intimidant, pas prétentieux, mais pas honteux. Une voiture que tu peux acheter sans te déguiser en riche. Et ça, en France, c'est une qualité sous-estimée. L'élégance de la normalité. Mais le marché ne se contente pas d'être conquis. Il teste, il provoque. Il cherche la faille. Et la faille, souvent, c'est l'image de petites voitures. Certains la réduisent à un jouet urbain, à une caisse à courses. Renault doit prouver qu'elle peut être plus que ça. Qu'elle peut être vive, qu'elle peut être fun, qu'elle peut même être dangereusement désirable. Alors arrive une transformation qui change sa destinée. Des versions plus nerveuses, plus affirmées, plus « je t'ai vu ». La Renault 5 commence à développer un second visage, celui de la petite voiture qui ne se contente pas d'être pratique, mais qui peut donner des sensations. Et là, sur le bitume, quelque chose se produit. Dans les sorties de rond-point, dans les petites routes, dans les ruelles, la Renault 5 se faufile comme un animal rapide. Elle n'a pas besoin d'être puissante comme une grosse berline pour être amusante. Son format, sa légèreté, son agilité la rendent vivante. Elle n'est pas un canapé. Elle est une extension nerveuse du conducteur. Les gens commencent à en parler autrement. Pas seulement, elle consomme peu, mais elle se conduit bien. Elle est marrante. Elle tient la route. Elle est agile. Et ce glissement est crucial, parce qu'il touche au cœur du culte. Une voiture culte n'est pas seulement utile. Elle donne une sensation, un souvenir, une émotion. Le choc visuel, lui, continue de jouer en sa faveur. Les boucliers en plastique, moqués au départ, deviennent une évidence. Ils racontent quelque chose. Cette voiture est faite pour la vie réelle, pour la ville, pour les coups. La France, qui aime se moquer avant d'adopter, finit par faire ce qu'elle fait toujours. Elle dit que c'était évident depuis le début. Et puis, un jour, il y a ce moment étrange où une voiture cesse d'être un achat et devient un décor. Tu marches dans une rue, tu vois une R5 garée, et tu ne la remarques même plus tellement elle est devenue naturelle. Elle appartient au paysage, comme les panneaux, comme les cafés, comme les vélos, et paradoxalement, c'est à cet instant-là qu'elle commence à devenir mythique. Quand elle est partout, quand elle est normale, quand elle est incontournable. Sauf que la Renault 5 ne devient pas seulement un décor. Elle devient une signature, on la reconnaît à son profil, on la dessine facilement. Les enfants la griffonnent dans les marges, les publicités la transforment en personnage. Elle a une tête. Une voiture avec une tête, c'est dangereux. On lui prête une âme. Et voilà un twist plus sombre. Plus elle est aimée, plus elle est martyrisée. Parce que la voiture de masse, c'est la voiture qui subit tout. Les coups de portière, les accrochages, les hivers, la rouille sur les ailes, les garnitures fatiguées, les sièges tachés de café, l'odeur de tabac froid. La Renault 5 vit dans une France où on fume encore partout,
où les chiens montent sur la banquette, où les enfants renversent du soda, où l'on mange un sandwich en conduisant. C'est là que son mythe se forge, dans la crasse et la tendresse, dans la réalité. Et il y a un autre aspect qui la rend célèbre, presque malgré elle. Sa capacité à traverser les classes sociales sans être rejetée. Tu peux voir une Renault 5 devant une fac, devant une usine, devant une maison de campagne, devant un immeuble. Parfois c'est la voiture du père, parfois c'est celle de la fille, parfois c'est celle du couple. Elle circule, elle change de main, elle passe d'une vie à une autre. Et à chaque transfert, elle emporte une histoire. C'est un détail essentiel. Les voitures cultes sont souvent celles qui sont transmises, celles qui ne meurent pas vite, celles qui ont une seconde vie. La Renault 5 s'insinue dans le marché de l'occasion comme un poisson dans l'eau. Elle devient la première voiture de milliers de gens. Et la première voiture, c'est un traumatisme doux. Tu t'en souviens toute ta vie. La première fois que tu pars seul. La première fois que tu te perds. La première fois que tu fais un créneau sans trembler. La première fois que tu roules sous la pluie en te disant « pourvu que ça tienne ». La première fois que tu embrasses quelqu'un dans une voiture trop petite. La Renault 5 devient une machine à souvenirs. Mais Renault ne s'arrête pas là. Parce que pour rester au sommet, une voiture de masse doit sans cesse se réinventer sans perdre son identité. C'est un numéro de funambule. Changer sans trahir. Les évolutions arrivent, les finitions s'élargissent, les versions se multiplient. La Renault 5 sait jouer plusieurs rôles. La citadine sage, l'économe, la familiale compacte, la petite sportive. Et en jouant ces rôles, elle occupe le terrain comme une actrice qui sait tout faire, et qui du coup devient indispensable. Et au milieu de cette montée, il y a un moment où la Renault 5 bascule dans une autre dimension. La dimension du symbole. Ce n'est plus une voiture. C'est la France des années 70 et 80 qui roule, les trajets boulot-dodo. Les départs en vacances avec des valises empilées jusqu'au toit, une glacière qui fuit, des enfants qui se chamaillent, les routes nationales avec les camions, les stations-service, les pauses pipi dans le froid, les villes avec les embouteillages et les klaxons, les petites routes de campagne où l'on double prudemment. La Renault 5 s'inscrit dans la mémoire collective. Et pourtant, pour devenir vraiment légendaire, il faut un choc supplémentaire. Quelque chose qui dépasse le quotidien. Quelque chose qui te fait dire « Attends, cette petite voiture, elle ose ça ». Et c'est là que le mythe se nourrit de performance et de provocation. La Renault 5, dans ses déclinaisons les plus explosives, finit par porter un parfum de défi. Une petite silhouette qui peut devenir une bombe miniature, un objet d'adrénaline, l'idée même qu'une auto aussi compacte puisse être associée à l'image de la vitesse, du sport, de la fougue, crée un contraste irrésistible. Tu regardes la forme gentille. Et tu apprends que certaines versions peuvent surprendre, mordre, humilier des voitures plus grandes. Ce contraste, gentille dehors, nerveuse dedans, nourrit la légende. Et le public adore les objets à double visage. Il y a alors un phénomène très français. La Renault 5 devient un sujet de conversation, de blague, de fierté. Elle est partout, donc elle appartient à tout le monde. Et quand un objet appartient à tout le monde, il devient un morceau d'identité nationale. Mais l'identité nationale n'est pas propre, elle est pleine de contradictions. Et la Renault 5 aussi. Elle est aimée et moquée. Elle est respectée et maltraitée. Elle est la voiture de tout le monde et la voiture de quelqu'un. Elle est un outil et un souvenir. Et c'est précisément cette ambivalence qui la rend culte. Parce qu'une voiture parfaite, lisse, irréprochable, ne devient pas un mythe. Elle devient un produit. Un mythe, lui, doit avoir des aspérités. Il doit avoir des histoires, des cicatrices, des légendes de parking. Alors la Renault 5 continue de remplir ce rôle. Être à la fois la voiture qui t'arrange la vie et la voiture qui te met un petit sourire, même quand tu es dans la boue. Et au fil des années, ce qui la rend célèbre dépasse la France. Son concept, sa silhouette, sa logique, commencent à influencer l'idée même de ce que doit être une citadine moderne. Une citadine n'est plus un petit modèle, c'est un monde à part. Un monde où la fonctionnalité et le style se mélangent. Mais attention, la célébrité est un piège. Quand une voiture devient une icône, elle devient aussi une cible. Les concurrents veulent la dépasser. Les clients deviennent plus exigeants. Les normes évoluent. Les attentes changent. Ce qui était audacieux devient standard.
Ce qui était charmant peut devenir vieux, et la Renault 5, à mesure qu'elle devient un classique vivant, se retrouve face à une question qu'aucune légende ne peut éviter. Comment rester éternel dans un monde qui vieillit tout? C'est là que la tension de l'histoire remonte encore. Parce que la voiture est devenue célèbre, oui, mais elle n'a pas encore prouvé son héritage. Elle n'a pas encore montré ce qu'elle a vraiment changé dans l'industrie, dans l'imaginaire, dans la façon dont on fabrique et désire les petites voitures, et ce qui arrive ensuite, c'est le moment où l'on cesse de parler de la Renault 5 comme d'un succès, et où l'on commence à la voir comme un tournant, comme une empreinte, comme une preuve que la modernité peut être populaire, et que parfois, une petite voiture, née pour survivre au trottoir et aux coups de pare-choc, finit par survivre. Autant, il y a un instant très particulier dans la vie d'une voiture culte, le moment où elle cesse d'être une voiture qu'on croise et devient une voiture qu'on raconte. Pas seulement dans les livres, pas seulement dans les pubs nostalgie, mais dans la façon dont les gens parlent d'elle au présent, comme si elle était encore là, à l'angle de la rue, prête à redémarrer avec ce petit bruit sec de mécanique simple. La Renault 5 arrive à ce stade-là, presque malgré elle, parce que son héritage n'est pas un monument figé, c'est un poison lent, délicieux, qui s'infiltre dans l'industrie automobile et dans la culture française. Elle laisse derrière elle des habitudes nouvelles, des réflexes, des standards. Et plus le temps passe, plus on réalise que cette petite voiture n'a pas seulement réussi. Elle a déplacé la frontière de ce qu'on attend d'une citadine. Au départ, on croyait qu'elle avait gagné grâce à une recette. Compacte, pratique, économique. Mais ce serait trop simple et trop propre. La vérité, c'est qu'elle a gagné parce qu'elle a changé l'idée même de la petite voiture. Elle a fait comprendre à tout le monde, constructeurs, acheteurs, concurrents, qu'une citadine n'est pas une version diminuée. C'est un produit complet. Une philosophie, et cette philosophie tient en quelques coups de scalpel. D'abord, elle impose une évidence que beaucoup n'avaient pas encore digérée. La carrosserie doit être conçue pour la vraie vie. Pas pour les salons, pas pour les photos, pour les trottoirs, les parkings, les coûts, le quotidien. Les boucliers en plastique intégré, moqués au début, deviennent une idée contaminante. Progressivement, le monde automobile comprend que protéger la voiture n'est pas seulement une question de sécurité, c'est une question d'économie et de sérénité. Le conducteur de ville ne veut pas un objet fragile, il veut un objet résistant. La Renault 5 n'a pas inventé le plastique dans l'automobile, évidemment, mais elle l'a rendu désirable, visible, assumé, presque élégant. Elle a fait passer le pratique du statut de compromis au statut de choix moderne, et là, un petit twist ironique. En voulant protéger les gens de la ville, elle a aussi protégé l'industrie d'elle-même. Parce qu'elle a montré qu'on pouvait faire du neuf sans faire du snob, qu'on pouvait innover sans inventer des gadgets inutiles, qu'on pouvait rendre la voiture plus tolérante, presque plus humaine, par des solutions simples, robustes, intelligentes. Ensuite, elle ancre une autre révolution douce, le haillon comme symbole d'une liberté quotidienne. Là encore, ça paraît banal maintenant. Mais le haillon, sur une petite voiture populaire, c'est une promesse de polyvalence. Tu n'achètes pas juste une auto pour aller au travail. Tu achètes la capacité de transformer ton vendredi soir en départ improvisé. Tu achètes la possibilité de vivre plus grand que ton budget. La Renault 5 ne dit pas « je suis petite ». Elle dit « je suis capable ». Cette idée de capacité devient l'ADN de toute une génération de citadines. Les constructeurs comprennent qu'un coffre accessible, modulable, c'est aussi important qu'un moteur, que la vie moderne se mesure en sacs, en carton, en objets qu'on doit avaler puis recracher sans effort. Et puis, il y a un héritage moins visible, mais plus profond. La personnalisation et l'identité. La Renault 5 donne à la petite voiture une personnalité graphique, une face reconnaissable, une silhouette que même un enfant peut dessiner. Elle rend acceptable l'idée qu'une voiture de masse peut avoir du caractère, et ce caractère ouvre la porte à quelque chose de culturel. L'appropriation. On ne possède plus seulement une voiture. On a une R5, on la baptise, on la décore, on la transforme. Elle devient un support, comme un blouson, comme une chambre d'ado, comme un scooter qu'on customise. La Renault 5 participe à cette bascule, où l'automobile cesse d'être uniquement un objet de statut et devient un objet de style personnel. Même dans le bas du marché,
C'est là qu'elle touche quelque chose de très français. Le goût du quotidien stylisé. Le fait qu'un objet utile doit aussi avoir une allure, même modestement. Mais l'industrie ne retient pas seulement la forme, elle retient la leçon économique. Mutualiser, optimiser, décliner, la Renault 5 existe en plusieurs versions, plusieurs niveaux, plusieurs tempéraments. Elle prouve qu'une base peut engendrer des univers. La voiture sage, la voiture pratique, la voiture jeune, la voiture sportive. Ce principe de gamme étendue, articulé autour d'une silhouette forte, devient une stratégie majeure, une plateforme rentable, une identité cohérente, des variations qui capturent différents désirs. Et là, on touche au cœur industriel. La Renault 5 montre qu'on peut faire de la masse, sans faire de l'ennui. Mais l'héritage le plus explosif, celui qui transforme une citadine en légende, c'est quand la Renault 5 prouve qu'une petite voiture peut porter une charge émotionnelle énorme, et cette charge émotionnelle, elle la doit à un contraste presque choquant. Son apparence gentille peut cohabiter avec des versions qui sont tout sauf sages. Quand une petite citadine devient capable d'être associée à la sportivité, à l'audace, à une forme de provocation, elle crée une catégorie mentale nouvelle. La petite voiture peut être un plaisir. Pas un plaisir honteux, un plaisir assumé. Ce n'est pas seulement « je roule petit parce que je dois », c'est « je roule petit parce que j'aime ». Et ce renversement change tout, parce qu'il libère des acheteurs, il libère des constructeurs, il libère la publicité, la culture pop, l'imaginaire. À partir de là, la Renault 5 devient une référence, un repère. On compare les nouvelles citadines à elle, même sans le dire. Est-ce qu'elle est aussi pratique? Est-ce qu'elle a autant de personnalité? Est-ce qu'elle est aussi juste? Et c'est là qu'on comprend pourquoi elle est culte en France. Parce qu'elle a été à la fois un outil de liberté et une bande, son visuel des années 70 et 80. Elle n'a pas servi seulement à se déplacer, elle a servi à vivre. Le culte, en France, naît souvent de cette capacité à représenter une époque. La Renault 5 représente un moment où la modernité est entrée dans le quotidien sans demander la permission, où l'on a voulu du pratique et du joli, où l'on a commencé à penser la ville comme un espace qui exige des objets adaptés, où l'on a accepté que la voiture ne soit plus seulement une route, mais un milieu. Mais un héritage n'est jamais simple. Il a un revers. Et celui-là, il est presque viscéral. Le temps use tout. La Renault 5, en vieillissant, révèle aussi la brutalité de la vie automobile. La corrosion de certaines carrosseries, les intérieurs, fatigués, les systèmes vieillissants, les exemplaires abandonnés dans des parkings comme des carcasses. Il y a quelque chose de triste et de fascinant à voir une R5 délaissée. On dirait un jouet cassé, mais on sent encore la mémoire dedans. La voiture devient un symbole de ce que l'industrie produit à grande échelle. Des millions d'histoires et des milliers de fins silencieuses, mais... Et pourtant, c'est précisément cette fragilité finale qui nourrit le mythe. Parce qu'un mythe, pour vivre, a besoin d'être menacé. Si tout le monde conservait sa Renault 5 comme un bijou, elle serait un objet de collection froide. Mais le fait qu'elle ait été consommée, usée, martyrisée, puis raréfiée, la transforme en relique affective. Et c'est ici que l'héritage se met à jouer comme un ressort. Les passionnés restaurent. Les collectionneurs cherchent la bonne version, la bonne couleur, le bon détail. Les discussions deviennent obsessionnelles. Tu as vu celle-là? Elle a encore ses pare-chocs d'origine. Regarde l'état du haillon. Et la voiture revient. Non pas comme un produit, mais comme un souvenir tangible. La Renault 5 devient un pont entre générations. Le père raconte « C'était ma première voiture ». La mère dit « On partait en vacances avec ». Le fils ou la fille répond « J'en veux une ». Et là, le culte devient vivant parce qu'il traverse le temps. Puis arrive une autre forme d'héritage, plus paradoxale. La Renault 5 devient une inspiration permanente. Son idée, la citadine qui a du caractère, qui est pratique, qui est robuste, qui se gare partout, n'a jamais disparu. Elle a seulement changé de vêtements. Chaque fois qu'un constructeur lance une petite voiture avec une silhouette forte, une modularité intelligente, une promesse d'agilité urbaine, on entend en arrière-plan un écho, celui de la Renault 5. Et la France, elle, continue de la considérer comme une pièce de son identité automobile, au même titre que certaines chansons
certaines affiches, certains objets du quotidien, parce qu'elle incarne une forme de génie français. Faire beaucoup avec peu, faire malin plutôt que massif, faire attachant plutôt qu'intimidant, ce génie, il est aussi émotionnel. La Renault 5 est une voiture qui n'écrase pas le conducteur sous son importance. Elle le met à l'aise. Elle l'accompagne. Et ça, dans un pays où l'on aime les objets qui ont une âme, ça vaut de l'or. Alors quand on demande « Pourquoi est-elle culte en France ?», la réponse n'est pas une liste de spécifications, c'est une sensation. C'est le bruit d'une porte qui claque dans le froid. C'est l'odeur de l'habitacle, mélange de plastique, de tissu, de tabac ancien, de pluie séchée. C'est une manœuvre facile dans une place impossible. C'est un pare-choc qui encaisse un toc et qui te laisse repartir. C'est le haillon qui avale ta vie en vrac. C'est la ville qui te malmène et ta voiture qui te protège. Et le dernier twist, celui qui boucle l'histoire sans jamais la fermer. La Renault 5, conçue pour être un outil du quotidien, finit par être un objet de désir nostalgique. Comme si la simplicité, avec le temps, devenait un luxe. Comme si une voiture pensée pour le réel devenait, paradoxalement, un rêve. Parce qu'au fond, ce que la Renault 5 a laissé à l'industrie et à la culture française, c'est une idée très dangereuse. La modernité n'a pas besoin d'être froide. L'innovation n'a pas besoin d'être arrogante. Et une petite voiture peut contenir un pays entier.